Après avoir vu le cadre général de l'audit interne, la charte d'audit interne, la différence entre la mission de conseil et la mission d'assurance d'audit interne, donc on va enchaîner par le quatrième point, ou bien le dernier point de ce premier module, qui est le code de déontologie de l'IA. Donc le code de déontologie, il comprend les principes applicables à la profession et à la pratique de l'audit interne, ainsi que les règles de conduite décrivant le comportement attendu des auditeurs internes. Donc, normalement, chaque fonction ou bien chaque profession, il est organisé par un code de déontologie. Les experts comptables, la fonction d'expert comptable, elle est organisée par un code de déontologie. Les médecins, la fonction de médecin, la profession des médecins, il est organisée par un code de déontologie. L'audit interne aussi, il est régi, ou bien il est organisé par un code de déontologie. Donc, ce code de déontologie, c'est la Bible, si on peut dire, c'est la Bible de la fonction. C'est lui qui assure, ou bien c'est lui qui décrit la fonction de l'audit interne, qui décortique la fonction d'audit interne de A à Z. Donc, il comprend les principes applicables à la profession et à la pratique de l'audit interne, et ainsi que les règles de conduite décrivant le comportement attendu des auditeurs internes. On va bien expliquer, on vient bien dire que la fonction d'audit interne, c'est une fonction avant tout de contrôle. Donc, pour être le contrôleur, normalement, pour qu'il n'y a pas de dérapage, pour qu'il n'y a pas de dérive entre le contrôleur et le contrôlé, donc ce code de déontologie, il décrit d'une façon claire la mission de l'auditeur interne, son attitude, son périmètre d'intervention, ses moyens, son rattachement hiérarchique, de telle sorte que tout est contrôlé, tout est restera dans le cadre professionnel. Donc, ce code de déontologie, il s'applique à la fois aux personnes et aux organismes qui fournissent des services d'audit interne. Il a pour but de promouvoir une culture de l'éthique au sein de la profession d'audit interne. Donc, ce code de déontologie, donc après avoir défini les principes applicables à cette profession et à la pratique proprement dit de l'audit interne, il est destiné aux personnes, c'est-à-dire aux personnes qui vont assurer la fonction d'audit interne et aux organismes qui mettent en place cette fonction d'audit interne. Donc, il a un but aussi important, c'est de promouvoir une culture de l'éthique au sein de la profession d'audit interne. C'est comme on a expliqué tout à l'heure que la fonction d'audit interne, c'est une fonction qui est basée sur le contrôle. Et ce contrôle, pour qu'il n'y ait pas de dérapage, de dérive, de malentendus entre le contrôleur ou bien l'auditeur interne et les opérationnels, parce qu'il y a toujours cette relation de contrôle, ces frictions, il y a aussi des altercations entre l'auditeur interne et l'opérationnel. Donc, ce code de déontologie, son rôle est de mettre en place un plan, ou bien un programme, ou bien les règles d'éthique qui vont régir cette profession d'audit interne. Donc, le code de déontologie s'applique aux personnes et aux entités qui fournissent les services d'audit interne. Donc, c'est-à-dire que ce code de déontologie, il est destiné, comme on a dit dans le slide précédent, qu'il est destiné aux personnes qui vont faire qui vont assurer cette fonction d'audit interne, et aux entités, c'est-à-dire aux personnes, aux entreprises, aux administrations publiques qui vont mettre en place cette fonction d'audit interne. Donc, en quelque sorte, ce code, il régit la relation entre l'auditeur interne, ou bien la fonction d'audit interne, et les organes de gouvernance. Donc, toute violation du code de déontologie par les membres de l'Institut, des titulaires de certification professionnelle de l'IAA, ou des candidats à celle-ci fera l'objet d'une évaluation et sera traité en accord avec les statuts de l'Institut
et ses directives administratives. Donc, le fait qu'un comportement donné ne figure pas dans les règles de conduite ne l'empêche pas d'être inacceptable ou déshonorant et peut donc entraîner une action disciplinaire à l'encontre de la personne qui s'en est rendue coupable. Donc, le code de déontologie, c'est comme le code général des impôts, c'est comme le code de commerce. Donc, il faut, une fois on adhère à ce code de déontologie, il faut appliquer à la lettre. Donc, toute infraction, toute violation à une stipulation de ce code de déontologie, elle sera traitée comme une infraction à un code qui régit le caractère ou bien l'environnement général de l'entreprise, qui est le code général des impôts ou bien le code de commerce. Donc, le poids et la valeur de ce code de déontologie, il est similaire au poids d'un code de commerce ou bien le code général des impôts. Donc, pour mettre en place ou bien pour bien appliquer ce code de déontologie, il faut qu'il n'y ait pas de frein à la mise en place d'une entité d'audit interne. Donc, comme je disais tout à l'heure, que la fonction d'audit interne, c'est une fonction de contrôle. Et comme chaque fonction de contrôle, il y a toujours des conflits d'intérêts, il y a aussi des frictions, il y a des malentendus entre la fonction d'audit interne et les opérationnels. Donc, dans ce slide, on va voir quels sont les freins qui sont mis en place, ou bien qui freinent la mise en place d'une entité d'audit interne. Donc, le premier frein, il y a un système d'information qui est défaillant. Donc, en absence d'un manuel de procédure, en absence des procédures de contrôle interne, en absence d'un système d'information fiable et performant, donc la fonction d'audit interne, elle trouvera des difficultés énormes. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, que la fonction d'audit interne, c'est la principale mission, c'est du contrôle interne. Mais pour contrôler, il faut qu'il y ait une procédure de contrôle interne. Il faut qu'il y ait un manuel de procédure. Il faut qu'il y ait un manuel d'organisation pour que la fonction d'audit interne puisse travailler, puisse dire que le service X ou bien le service Y, il fait très très bien le travail, il fait pas bien le travail, les procédures ils sont appliquées, ils sont pas appliquées, elles sont appliquées à 80%, à 50%. Donc il faut qu'il y ait un référentiel, il faut qu'il y ait un manuel de procédure, il faut qu'il y ait un système d'information. S'il n'y a pas de système d'information, la fonction d'audit interne trouvera énormément de difficultés. Le deuxième point, il y a la non-clarification des objectifs assignés pour la mise en place de la fonction. C'est normal quand il y a une mise en place de la fonction d'audit interne, mais qu'il n'y a pas une assignation d'objectifs par la direction générale. Il n'y a pas d'assignation d'objectifs par le comité d'audit ou bien par le conseil d'administration. On peut pas dire que la fonction d'audit interne n'a pas fait son travail parce que il faut assigner des objectifs. Il faut dire que en tant que directeur général, en tant que comité d'audit, je veux faire cette année ça, ça et ça. Et ça, c'est une définition des objectifs. Et sur ces objectifs, on peut dire que la fonction d'audit interne, en fin d'année, a réalisé ces objectifs ou pas. Tant qu'il n'y a pas d'objectif assigné à cette fonction, la fonction d'audit interne, elle trouvera aussi énormément de difficultés. Le troisième point qui est le rattachement hiérarchique à la fonction non adéquat. Donc, comme on a dit tout à l'heure, que la fonction d'audit interne, elle doit être indépendante et objective. Si la fonction d'audit interne, il est rattaché par exemple au directeur financier, il est rattaché par exemple au directeur support ou bien au directeur technique, sincèrement, la mission ou bien la fonction d'audit interne, elle est vouée à l'échec. On ne peut pas arriver aux objectifs assignés tant que la fonction d'audit interne elle n'est pas liée directement au top management. Elle doit être liée à la direction générale ou bien au conseil d'administration, au président du conseil d'administration pour qu'il y ait une communication directe. Il ne faut pas qu'il y ait une rupture de communication entre la fonction d'audit interne et le top management.
Le quatrième point, il y a l'absence d'une cartographie des risques des différents processus. Donc, comme on a dit tout à l'heure que la cartographie des risques, elle est très importante dans la mise en place de la fonction d'audit interne. Parce que la cartographie des risques constitue un référentiel pour cette fonction pour qu'il réussisse sa mission. Tant qu'il n'y a pas de cartographie des risques, donc la fonction d'audit interne ou bien la mise en place de cette fonction, elle sera freinée. Il doit faire un travail énorme pour cartographier les risques, pour mettre à jour les risques, pour identifier les risques, pour déceler les risques, pour parer in fine à mettre des mesures palliatives à ces risques décelés. Donc, s'il n'y a pas de cartographie des risques, il y aura des difficultés énormes à cette fonction d'audit interne. Le cinquième et le dernier point, il y a la réticence du personnel vis-à-vis de l'audit interne et de ses agents. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, que la fonction d'audit interne, la fonction principale ou bien la casquette de l'auditeur interne, c'est le contrôle. Et quand il s'agit de contrôle, il y a toujours cette réticence, des frictions, il y a des malentendus entre le contrôleur, ce qui est l'auditeur interne, et l'opérationnel. Donc, si l'auditeur interne ne peut pas ou bien ne pourra pas gagner la confiance des opérationnels, il ne pourra pas gagner l'estime de ces opérationnels, sa mission ou bien la mise en place de la fonction d'audit interne, il trouvera aussi des difficultés énormes. Donc, pour récapituler, donc, il y a 5 freins à la mise en place de cette fonction. Il y a le système d'information qui est défaillant. Il y a absence de référentiel ou bien de procédure ou bien de manuel de procédure et d'organisation. Il y a la non-clarification des objectifs assignés. Il n'y a pas d'objectif. La direction générale n'a pas assigné d'objectif à cette fonction. Donc, on ne peut pas s'attendre à cette fonction qui soit performante sans qu'il y ait des objectifs. Troisième point, qui est le rattachement hiérarchique. Il ne faut pas qu'il y ait une rupture de communication entre la fonction d'audit interne et la direction ou bien les organes de gouvernance. Quatrième point, il y a une absence de cartographie des risques. Donc, s'il y a une absence de cartographie des risques, donc c'est normal que la fonction d'audit interne, il trouvera des difficultés. Et le cinquième et le dernier point, il y a la réticence du personnel vis-à-vis de l'audit interne et les frictions qui peuvent naître entre l'auditeur interne et les opérationnels.